Bah, du coup, bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'explique juste avant de donner la parole à Arthur, dans quel cadre on se retrouve ce soir, même si la plupart le savent. C'est du coup le 12, pour nous, il y aura la marche des fiertés à Strasbourg. Et du coup, alors, il faut que j'admette en même temps. Alors, hop. Et donc, en même temps, avec l'antenne, on a créé toute une série de conférences tous les jours de la semaine, là, de ce lundi dernier jusqu'à lundi prochain. Donc ce soir, on retrouve Arthur. Hier, on a rencontré Alexandra qui nous a parlé de ses jumeaux et qui est en couple, qui est mariée avec une femme et qui a fait baptiser ses jumeaux. Elle nous a témoigné un petit peu de tout son parcours dans l'Église. Lundi, on avait Andrea qui nous a parlé de non-binarité dans l'Église catholique. Et du coup, demain, on est quel jour demain? On est jeudi. Je sais plus qui est-ce qu'on a demain. En tout cas, vendredi, on a une théologienne britannique. Dimanche, on a Andreas Stiefel, je crois, qui va parler de l'antenne de Genève. Et lundi, on aura Flo, queer chrétienne, qui nous parlera aussi du Saint-Esprit. Voilà, donc tout un programme très varié. Et on est très content aujourd'hui, du coup, de recevoir Arthur pour ce point de programme-là sur la transidentité, être pasteur quand on est trans. Voilà. Moi, c'est Juliette, je suis bénévole à l'antenne, je suis aussi étudiante en théologie protestante. Voilà, donc j'ai un petit peu de connaissances en théologie. Voilà. Merci Arthur d'être là. J'ai une toute petite présentation de toi et ensuite, à partir de là, tu peux te présenter et partir sur ta présentation personnelle. Alors, ce que je me suis noté, du coup, c'est que tu es pasteur de l'EPUDF. D'après ta femme, tu es geek. Je sais pas, on m'a dit que c'était une information importante, donc je la donne. Et tu es membre On du avait dit Carrefour. incognito. Bon, tout le monde sait maintenant. Tu es membre du Carrefour des chrétiens inclusifs aussi, donc tu pourras peut-être nous en parler. Et du coup, tu es marié maintenant aussi à l'église avec ta femme Karine depuis l'été dernier. Voilà, c'est les informations que j'ai. À toi pour la suite de la présentation. Voilà, donc merci à ma délicieuse épouse qui a capté toutes ces informations. Je vois que voilà, le réseau fonctionne très bien. Merci Juliette, merci Joanne pour toute la mise en contact, etc. Merci à toutes et tous bien de m'accueillir et de m'écouter ce soir. Alors on m'a dit que j'avais 10 minutes, donc j'espère que je vais pas trop déborder. Et puis du coup j'ai fait un pitch en 4 points. Le premier point c'est être transgenre. Alors être transgenre, j'imagine que là on est en milieu inclusif et en milieu safe, mais peut-être que tout le monde ne réalise pas forcément tout ce que ça veut dire. Donc être transgenre, c'est que à ma naissance j'ai été assignée fille. Et alors, je ne parle pas pour toutes les personnes transgenres, mais en l'occurrence, pour moi, la masculinité s'est fait en penser, en tout cas, assez vite, parce que je me suis toujours pensée au masculin depuis que j'étais petit. Et bon, voilà, oui, j'avais un sexe de fille, il paraît, c'est ce qu'on m'a dit depuis que j'étais petit, donc ok, très bien, donc ça fonctionnait comme ça. Et puis, tout ça jusqu'au jour où, étant ado, eh bien, j'avais la poitrine qui poussait et vivant à la campagne, eh bien l'été avec ces températures fort chaudes, j'imitais mon père, n'est-ce pas? Et donc je me baladais torse nu jusqu'au moment où ma mère m'a dit va te rhabiller, ça va pas, c'est plus possible. Et donc à ce moment-là, je me suis dit ah, donc là en fait ça devient sérieux, il faut que je devienne une fille. Et puis j'avais beau avoir toutes les étiquettes de garçon manqué, de t'es pas une vraie fille parce que t'aimes pas le shopping, etc. Et ben voilà, j'ai essayé quand même de glisser dans le moule que je pensais on attendait de moi. Donc j'ai fait des études, j'ai trouvé un boulot, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, ben tout bien, tout normal. Sauf que j'avais beau essayer, en fait, j'étais pas spécialement heureux dans cette vie-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui arrive chronologiquement un peu avec,
C'est la théologie, enfin l'éducation religieuse d'abord et puis la théologie après. J'ai eu une éducation religieuse double, à la fois catholique et protestante. J'ai eu un double catéchisme et je me suis posé beaucoup de questions. Mes frères et moi avons eu le même double catéchisme, mais il semble que j'avais beaucoup plus de questions qu'eux et que j'ai beaucoup embêté ma mère d'ailleurs avec mes questions et où elle savait pas forcément répondre. J'ai pas embêté que ma mère, j'ai embêté aussi d'autres pasteurs ou d'autres étudiantes en théologie, certaines qui sont ici, n'est-ce pas Isabelle? Et puis jusqu'au grand kiff 2009 où en fait je suis allée comme volontaire, comme bénévole parce que de toute façon j'étais déjà trop vieux pour être dans les jeunes qui participaient. Et puis je suis revenue avec encore plus de questions sur la foi que celles avec lesquelles j'étais partie. Et du coup ma pasteur de l'époque m'a dit tout ça c'est très bien, mais enfin tes questions là, ça va 5 minutes. Et donc il faut que là pour avoir une réponse, enfin ou en tout cas chercher un peu plus loin, il faut que tu t'inscrives en fac de théologie. Donc là, j'ai pris un peu le syndrome de l'imposteur, genre comment ça, attends, moi je suis scientifique, la théologie pour moi c'est classé dans les études littéraires, c'est pas du tout mon rayon. T'es vraiment sûr qu'il faut que je fasse ça moi? Voilà. Et donc je suis rentrée en faculté de théologie protestante. Et puis petit à petit, les années aidant, donc faisant les études de théologie avec un boulot à plein temps, ça prend un petit peu de temps. Et donc ça tombe bien parce que le cheminement vers l'idée d'un ministère s'est fait en même temps. Voilà. Et comme dirait l'autre, et paf, ça fait des chocs à pic, ou plutôt, et paf, ça finit par faire un pasteur. Et c'est quand j'ai fini par lâcher finalement tout ce moule dans lequel je pensais qu'on m'attendait, que j'ai repris le grand retour de mon identité. Et voilà, c'est quand j'ai lâché mon boulot pour entrer en théologie à plein temps, c'est quand j'ai lâché ma vie et que donc j'avais divorcé d'un mariage où clairement c'était pas du tout ce qui me convenait. C'est quand j'ai lâché tout ça et que j'ai fini au prix d'ailleurs d'un peu d'hypertension pendant quelques semaines, mais c'est quand j'ai fini par accepter de lâcher tout ça et de prendre un chemin complètement différent, qu'en fait j'ai pris ma transidentité en pleine tête, et à ce moment-là ça a été un petit peu violent. Encore une fois, il y a des personnes ici qui peuvent en témoigner. Et oui, il y a eu une période de colère, une période où je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce Beans? Moi, je pensais avoir un chemin tracé, voilà, j'étais rentrée en théologie, tout bien, et là, comment ça, je suis trans? Mais d'où? Ça va pas être possible parce que des pasteurs trans, ça existe pas. Comment je fais ça, moi? Personne va vouloir de moi. Et en fait, ça marche. Donc, c'est pas rose tous les jours. Et en particulier pour les personnes qui m'accompagnent. Et là, spéciale dédicace à ma charmante, merveilleuse et compétente épouse qui en a pris plein la figure, en réalité beaucoup plus que moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc voilà, donc dans le ministère, elle a plutôt bien essuyé les plâtres pour nous deux. Et moi, j'ai eu moins de soucis, et donc je suis en train de terminer ma première année de ministère, ma première année de proposana à Robinson, donc en région parisienne. Voilà, et où ça se passe pour l'instant plutôt bien, où j'essaye de tirer mon épingle du jeu, on va dire, et au niveau LGBT, où j'ai commencé plutôt discrètement, si je puis dire, et donc sans faire de vagues, en faisant mon job de pasteur et sans mettre en avant que j'étais trans, mais après sans le cacher non plus. Et les connaissances, le réseau aidant, j'ai eu des contacts avec un certain nombre de personnes, j'ai accompagné un certain nombre de personnes. Je travaille aussi avec des collègues qui se trouvent avoir des personnes trans parmi leurs paroissiens et paroissiennes. Donc voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Et puis avec d'autres
et aussi, encore une fois, merci à Joanne pour les contacts. On est en train de créer une PIF, une pastorale inclusive francophone, donc pour tous les collègues et toutes les collègues, pas seulement en France, pas seulement dans les PUDF, mais pour tous les collègues qui souhaiteraient, et on inclut la Suisse, la Belgique, et qui sont LGBT et qui pour lesquels on a jugé que c'était important de pouvoir discuter des problématiques entre nous. Et oui, je vois, gardez-nous une place, bien sûr. Les étudiants et étudiantes en théologie, vous serez les bienvenus. C'est prévu qu'on vous inclue au fur et à mesure. Voilà. Et puis, mon dernier point, c'était donc ça, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à apprivoiser un peu les milieux LGBT et en cherchant un peu comment faire au départ ma transition, comment ça se passe, etc. Bah, d'une certaine façon, la mauvaise surprise que j'ai eue au départ, c'était que les milieux LGBT et les milieux chrétiens, à première vue, c'est pas forcément, ça va pas forcément ensemble et ça va même plutôt en se repoussant. Parce qu'il y a une certaine méfiance de l'un vers l'autre, a priori. Oui, en allant dans des associations LGBT, ben c'est très très bien parce que j'avais beaucoup de soutien, j'ai eu des témoignages, j'ai eu beaucoup d'aide, etc., de conseils. Mais en même temps, il y avait une méfiance, voire une défiance des milieux religieux en tout genre, hein, pas seulement chrétiens, mais des milieux religieux. Et de l'autre côté, ben, dans les milieux religieux, moi je savais pas qui pouvait être safe ou pas. Je me suis pris parfois quelques remarques et quelques volets de bois vert aussi. Voilà, jusqu'à trouver des lieux qui étaient inclusifs, qui sont inclusifs, qui sont accueillants. Et donc pour moi, c'est quelque chose de primordial aujourd'hui d'avoir ces lieux inclusifs et de pouvoir les montrer, de pouvoir dire que non, ça n'est pas antinomique, que non, on va pas transformer le monde en personnes LGBT et que c'est simplement un respect de la diversité de toutes et tous. Voilà. Et donc, pour moi, l'importance des actions inclusives en tout genre, et là, j'aimerais associer toutes les, toutes les bonnes volontés et toutes les œuvres inclusives. Donc, quelle qu'elle soit, voilà, l'antenne inclusive de Saint-Guillaume, qui effectivement est bien connue et a sa réputation, le lab de Genève, les associations œcuméniques comme David et Jonathan, comme le Carrefour des chrétiens inclusifs, voilà, la pastorale qu'on est en train de créer, etc. Trop bien. Bah, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Ce que tu racontes comme témoignage, c'est très, très beau. Euh, je vais poser une ou deux questions d'abord moi, et ensuite, après, on ouvrira au reste du public. Donc, si vous réfléchissez déjà à vos questions, hein, si vous en avez, vous pouvez les mettre dans le chat. Et en fonction de la demande du public, je peux aussi poser moins de questions pour laisser plus de place aux autres. Il n'y a pas de souci. Ma question, c'était, est-ce que tu penses qu'en tant que personne trans, ça a aussi influencé ta manière de lire la Bible et de faire de la théologie? Parce qu'on fait souvent en faculté de théologie de la théologie classique, on nous apprend ce que j'appelle moi de la théologie classique, les grands auteurs, Karl Barth et tout ça. Est-ce que toi, du coup, par ton identité, tu as cherché d'autres auteurs ou est-ce que tu as une autre manière de faire de la théologie, d'après toi? Voilà. Eh bien, oui, forcément. Même si c'est de la théologie classique entre guillemets, moi j'ai forcément un point de vue qui sera un peu différent, un peu décentré. Évidemment, les questions de genre, je vais assez vite les remettre en question, les positions sociales aussi, tout ce qui est position de pouvoir, parce que et aussi comment dire, déjà parce que moi j'ai pas forcément le même parcours. Et parce que la transition et le fait d'avoir vécu en fait socialement dans deux genres différents, euh, ça donne aussi un certain point de vue et ça donne quelque part certaines expériences. Se prendre la misogynie dans la figure pendant un certain nombre d'années et après faire l'expérience du privilège masculin, c'est quelque chose d'assez particulier hein, quand même. Ça pique un peu
quand je vois qu'on me parle à moi, par exemple, et pas à mon épouse, enfin, ouais, c'est... Donc, je cherche assez régulièrement les manières de répondre de façon à faire sentir que non, je vaux pas mieux que ma femme, et que, en particulier, enfin, sur les décisions qu'on a à prendre en couple, en famille, oui, elle vaut autant que moi. Voilà. Et donc, sur la Bible, eh ben oui, c'est pareil. Après, moi j'ai un petit faible dans la Bible pour les personnages d'eunuques. Et donc en particulier, il y a une figure de l'eunuque dans Ésaïe où quand quand le peuple d'Israël a été exilé à Babylone, eh bien il y a eu un certain nombre de prisonniers, de personnes importantes massacrées, etc. Et puis il y a un certain nombre de personnes qui ont été émasculées et donc qui se retrouvent avec des eunuques. Or, dans la loi, eh bien, les eunuques ne peuvent pas faire partie du peuple, sauf que quand le peuple d'Israël revient de l'exil à Babylone, il se retrouve avec un certain nombre d'eunuques dans le peuple, et donc ils peuvent pas, ils sont trop nombreux pour qu'ils puissent les exclure et continuer à les exclure. Et donc le livre d'Ésaïe, il y a un passage du livre d'Ésaïe au chapitre 56 qui dit les étrangers et les eunuques en fait sont les bienvenus, sont intégrés dans le peuple, et qu'ils auront une place de choix parmi le peuple. Voilà, donc ça c'est une des figures que j'aime beaucoup. Et puis dans Matthieu, où il y a aussi je crois que c'est Matthieu. Non, pardon, c'est les Actes, Acte 8, où il y a l'eunuque éthiopien qui demande à être baptisé, et qui demande à se faire expliquer. Et donc c'est aussi un passage que j'apprécie beaucoup. Ouais, c'est intéressant quand tu as une autre perspective. Du coup, c'est vrai que les personnages, c'est plus du tout les mêmes, ceux qui nous interpellent le plus. Mm. Il y a Ulrike qui demande du coup plus d'informations sur la pastorale et c'est vrai que ça m'intéresse du coup beaucoup aussi. Donc, si tu veux nous en parler un peu, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui sont intéressées. Donc la pastorale, c'est quelque chose qui est tout neuf, hein, qui est en train de se construire. Donc on a fait 2 réunions pour l'instant. Et donc on s'est vu, alors on se voit sur place en région parisienne avec Frédéric Fournier, donc qui fait partie de l'inspection luthérienne de Paris, et puis Karine et moi. Et la dernière réunion, donc il y a Isabelle qui avait pu se joindre à nous par Zoom. Voilà, Emeline en fait partie aussi. Il y a François Tolon-Choquet qui est en Belgique, qui fait également partie du cercle. Et puis, donc voilà. Et l'idée, c'est de rassembler donc les personnes, donc soit les ministres de quelque église que ce soit, soit l'idée, c'était d'ouvrir effectivement aux étudiants et étudiantes en théologie, pour discuter en particulier des problématiques LGBT en Église. Et donc, soit les problématiques qu'on peut rencontrer, nous, comme ministres, soit l'accompagnement qu'on peut faire de personnes LGBT en Église, les difficultés qu'on peut avoir dans les paroisses, signaler s'il y a des comportements LGBT-phobes dans les paroisses ou dans l'Église, et voir comment on peut, à ce moment-là, résoudre les possibles conflits ou difficultés qu'il peut y avoir, ce genre de choses. Voilà, et donc ça, je transmettrai. La prochaine réunion se fera donc sur place et par Zoom le 29 juin à 14h30. Et donc, si vous voulez avoir l'adresse Zoom, vous m'écrivez, je vous transmettrai ça. Ça marche. C'est noté. Je ne sais pas s'il y a des questions, quelqu'un veut prendre la parole, sinon moi je te ferais bien parler sur le carrefour des chrétiens inclusifs. Du coup, je ne sais pas si tu en es encore membre, mais c'est aussi assez intéressant d'en parler. Moi, j'ai découvert leur existence il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant de savoir comment tu y es arrivé, toi personnellement, et puis après peut-être les actions que tu y fais, ou en tout cas ce qui t'y plaît là-bas. Non, ce qui est bien, c'est que je peux balancer directement les personnes sous lui, parce que j'ai déjà balancé Isabelle, je peux balancer Emeline. Continue, vas-y. Donc en fait, le Carrefour des chrétiens inclusifs, c'est une association
donc inclusive et œcuménique. Et donc, il rassemble un certain nombre de personnes de diverses confessions chrétiennes et de divers horizons LGBT, de Suisse, de Belgique, de France. Enfin, voilà, c'est essentiellement francophone. Et l'association organise essentiellement une retraite chaque année. Donc là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu la faire à cause du confinement. Donc on est très triste parce que c'est quand même le moment dans l'année où on peut tous et toutes se retrouver en cercle vraiment safe pour vivre 4 jours. C'est au moment de l'ascension et donc c'est le week-end de l'ascension. Le pont quoi, du jeudi au dimanche, où on se retrouve sur un lieu, on est entre 40 et 50, et on a une thématique chaque année particulière. Et voilà, donc c'est œcuménique, c'est vraiment safe et c'est vraiment un bon lieu pour se poser. Enfin, il y a vraiment l'esprit retraite, quoi. Donc on se pose, on laisse ses soucis à la porte ou alors on les apporte et on peut les poser et en discuter de façon safe et avoir un certain nombre de tips qu'on trouverait pas ailleurs, quoi. Et par ailleurs, donc les personnes du CCI travaillent sur un certain nombre de sujets de fond et, euh, et publient régulièrement et travaillent en fait. Donc il y a un certain nombre de liens avec en particulier les évêques en Belgique par exemple. Il y a des travaux qui se font avec les PDF, hein, selon les sujets et selon les interlocuteurs qu'on peut avoir. Il y a des travaux de fond qui sont mis en marche. Là, on essaye de rassembler un certain nombre de sources et d'infos pour voir ce qu'on pourrait faire au niveau des personnes intersexes, de l'inclusion des personnes intersexes, par exemple. Ça marche, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de la part des gens dans la salle? Je me sens telle une grande présentatrice, c'est très bien Zoom. Ouh là là, dis donc, quelle foule. Sinon, moi, j'ai une question un peu personnelle sur comment ça s'est passé tes études en théologie, du coup. Euh, et après, je prendrai la question de Clémence. Est-ce que tes copains de classe, tes copines de classe, elles étaient en mode ouais, les personnes trans, on connaît ou... Donc, du coup, tu as fait ta transition pendant tes études de théologie. Donc, j'imagine qu'en plus, il y avait le côté t'es arrivé, ça s'est passé en même temps. Donc, je sais pas si tu veux raconter un peu ces études-là, puisque moi, je suis en train de les vivre. Donc, voilà, ça m'intéresse. Ouais, c'était un peu fun ou pas. Euh, Dans la première partie, en fait, ça a été relativement simple parce que en fait, j'ai fait toute la licence à distance. Donc, j'étais inscrit à distance à Genève et ça s'est fait comme ça. Donc, en fait, les copains, les copines, je les voyais que 2 fois par an pour les examens, ce qui fait une ambiance assez particulière d'ailleurs, mais c'est pas forcément le sujet. Et, euh, et en fait, la transidentité, je l'ai pris dans la figure quand j'étais en première année Attends, wait. Oui, en première année de master. Et donc, c'était vraiment la... En réalité, c'est la seule année que j'ai fait en présence à la fac. Et ça a été assez rigolo parce que... Donc, en gros, j'ai pris conscience hein, de la transidentité en octobre, par là. Et puis j'ai fait mon coming out à un cercle assez restreint assez vite. Euh, et finalement, je suis restée en fait sous couverture pour le reste de l'année scolaire. Et je me suis présentée devant la commission des ministères, tout en étant sous couverture. Et en fait, je me suis fait griller hein, par la commission des ministères, donc
qui m'ont dit écoutez, non, on pense que là, c'est pas spécialement le bon moment pour aller en stage parce que, manifestement, vous n'avez pas résolu encore toutes les questions qui ont trait à votre divorce. Ok. Et deux, quand vous parlez de vous au masculin. Et là, je vais gloops. J'avais pas réalisé. Voilà, voilà. Voilà. Donc, l'avantage que la commission des ministères me dise non à ce moment-là, c'est que du coup, j'avais un an devant moi pour faire autre chose. Et, et du coup, j'ai repris un boulot. Alors, merci Emeline. Un boulot de geek, du coup, mais où qui a accepté en fait de me prendre sous mon prénom d'usage. Et donc où j'ai pu expérimenter ma vie d'homme trans et donc faire mon coming out en dehors. Et en fait, quand je suis revenue l'année suivante et où j'ai été pris en stage en Master Pro, donc vraiment la dernière année avant d'être en poste, là en fait j'avais décidé d'être out. Donc quand je suis arrivée à la fac, j'ai fait mon coming out le jour de la rentrée, quoi. Ça marche. C'est un Donc après, parcours. c'est plus ou moins bien passé, mais globalement bien. Et l'avantage, c'est que bon, avec Valérie Nicolet comme doyenne de l'IPT, ça passe plutôt crème. Ouais, Donc ça, c'est cool. c'est vrai. Waouh, ok. Si je peux rester encore un tout Vas-y, petit Ulrike, temps. vas-y. Moi, j'ai un souvenir sur un tout autre plan, un peu du même ordre. Moi, j'ai commencé il y a 30 ans. J'ai été recalée parce que j'allais me marier avec un homme qui n'était pas tout à fait divorcé. Et je l'ai un peu mal pris aussi, tu vois. J'ai jamais fait un mariage à l'église, du coup. Et somme toute, est-ce que il te semble que c'était quand même sage, quelque part, de te laisser, comment dire, stabiliser tout ça avant de t'envoyer, ou c'était juste contrariant de la part de la commission des ministères? Bah, c'était contrariant, oui et non. Enfin, après, c'est surtout que, en fait, le président de la commission des ministères n'était pas spécialement sensibilisé aux questions LGBT et qu'il a fallu l'aider un petit peu, quoi. Euh, pour dire les choses gentiment. Ouais. Et donc voilà, ça a eu plus ou moins de mal à passer. Mais on y arrive. Okay. Et puis je vois la question de Clémence. Alors je la fais pour ceux qui n'ont pas forcément les messages sous les yeux. Comment vous gérez en couple les efforts de pédagogie, la colère liée au sentiment d'injustice? Tu évoquais les remarques difficiles encaissées par ta femme. Est-ce que vous avez trouvé / choisi des règles pour poser vos limites? Alors est-ce que je peux appeler ma femme pour répondre avec moi? Ah oui, tout à fait. Pas de souci. Une invitée apparaît sur le plateau. Wow. J'étais juste sur le canapé en face, en fait. Oui. Ouf. On vous écoute. Tout ce qui est injustice, etc. Est-ce qu'on a trouvé ou choisi des règles pour poser les limites? Je dirais qu'on les fait au cas par cas parce qu'en réalité, je pense qu'on a jamais imaginé ce qu'on pouvait se prendre dans la figure, quoi. Non. Et je pense que je dirais aussi que la situation est différente de aujourd'hui qu'il y a par exemple 2 ans où moi je suis rentrée en Proposana, où j'ai permis des questions sur notre vie intime en fait qui ne regardent pas en réalité les paroisses, ne sachant pas parce que étant la première à arriver avec, officiellement en couple avec une personne trans, c'était de l'ordre des questions jusqu'à mais qu'est-ce qu'il a dans son caleçon? J'aurais dû leur dire tes marques préférées de caleçon, ça aurait peut-être aidé. Surtout mon caleçon au petit poisson. Aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus armée pour ma part sur les questions. Mais comment on fait pour pas être en colère? C'était ça la question, j'ai pas... Les remarques difficiles. Les remarques difficiles, il faut les encaisser, il faut les digérer. Pour ma part, il y en a une que je ne digère pas depuis 10 mois et que j'ai toujours pas compris en fait.
Et après, en fait, il faut... je pense que la foi et la prière, c'est quelque chose qui nous aide aussi à dépasser les choses, parce qu'en fait, souvent, ce que les gens essayent de passer, c'est ils ont peur. Ils ont peur de quelque chose qu'ils connaissent pas. Et en fait, je crois que c'est Frédéric qui nous disait ça, qu'en fait, on est tellement banal. Enfin, on est un couple d'une banalité absolument extraordinaire. Et du coup, c'est juste d'essayer de montrer ça aux gens. Et puis après, des fois, ça passe pas. C'est ça. Donc là, c'est poser des limites. Et c'est aujourd'hui, vraiment avec du recul, moi, je poserais beaucoup plus de limites qu'avant. Enfin, mon couple, c'est mon couple. Ma vie intime, c'est ma vie intime. Je suis mariée avec Arthur. Il est transgenre. Et je n'accepterai pas qu'on fasse des réflexions sur sa transidentité, de pourquoi, il pourrait pas être une lesbienne comme tout le monde. Et en même temps, je n'accepterai plus non plus des réflexions de gens qui me diraient mais de toute façon toi t'es hétéro, donc t'es en couple avec Arthur, donc t'es hétéro. Non, ma relation avec Arthur ne présuppose pas de mon orientation sexuelle de base en fait, et personne n'a le droit de le dire pour moi. Voilà. Je sais pas si ça répond. Et puis on n'a pas non plus la même façon dans nos ministères respectifs de réagir non plus. En réalité, moi, quand je suis arrivée dans la paroisse de Robinson, peut-être que c'était aussi l'expérience que j'avais professionnelle avant, mais j'ai donné très peu d'infos sur ma famille. Et alors, ce qui est drôle, c'est quand il y a des paroissiens qui me disent « Ah, mais vous êtes mariés? Oui. Et vous avez des enfants? Oui. » Et qui pensent que mes filles sont nos enfants à Karine et moi. Donc ça, je trouve ça drôle. Ou bien quand les d'autres paroissiens disent à une de mes filles « Ah, mais ton père, il t'a laissé faire ça ?» Et ouais, ou en l'occurrence, elle a un peu bugué en se disant « Ah oui, c'est vrai. Ils prennent Dadou pour mon père, c'est pas grave. » Voilà. Bon, c'est aussi des fois supporter qu'il y ait quand même des trucs un peu exposés, genre oui, on est des personnages publics et du coup moi j'ai eu droit à un outing quand même à la paroisse, donc il y a eu j'ai mis bien 48 heures à le digérer. Même si tout le monde autour de moi, donc moi j'étais en panique à ce moment-là, et même si tout le monde autour de moi me disait non mais c'est bien, le CP te soutient. Oui, mais le CP m'a quand même outé à toute la paroisse un dimanche où j'étais pas là. Oui, mais le CP te soutient, c'est une bonne chose, c'est bien ce qu'ils ont dit. Et où moi j'étais en panique en me disant oui, mais enfin ils m'ont outé, donc potentiellement je peux me prendre des trucs sur la tronche. Et en fait c'est plutôt bien passé, mais voilà. Enfin, encore une fois, c'est du cas par cas parce que, enfin, honnêtement, je pense qu'on peut pas. Oui, il y a des situations classiques entre guillemets quand on est LGBT, mais en réalité, là, personne LGBT et ministère, enfin, on innove quoi. Donc, on sait pas en réalité ce qui va nous tomber sur la figure. C'est ça. Et je rajouterais aussi, je pense que ça rejoint aussi ce que Arthur disait tout à l'heure sur la question de ce qu'on peut dire quand on a un homme en face de soi et une femme. Et pour faire ma féministe et pro-féministe, je pense que parce que je suis une femme, on se permet plus de questions qu'on en poserait à Arthur. Et parce qu'en fait, Arthur est le principal concerné aussi, donc on va pas forcément oser aller le voir et lui dire mais c'est bizarre, ta voix, ou alors mais dis donc, on a dit que t'étais trans, ça veut dire quoi, ou tu peux pas être lesbienne comme tout le monde, ou ce genre de choses. Alors qu'à moi, on aura moins de problèmes de venir me voir et de me dire bah quand même, il est bizarre, ah mais bon, comment ça, les filles elles ont parlé de leur père et elles ont dit que c'était pas Arthur, enfin qu'est-ce qui se passe? On va se permettre plus de choses avec moi parce que je suis une femme, parce que je suis plus jeune aussi, qu'avec Arthur qui en fait là, a vraiment le privilège masculin. Mais c'est pas grave, il fait la vaisselle. Et la machine à laver. Alors, est-ce que les enfants dans la catéchèse ont des questions moins bêtes que celles des adultes? En fait, les enfants n'ont pas de questions sur la transidentité. Parce que pour les enfants, je suis pasteur et puis c'est tout, quoi. Donc, il n'y a pas de questions comme ça. Merci beaucoup. Je suis toujours là avec le chat. Très bien. Au pire, on te rappelle si on a besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est à 19h08.
Mais on peut prendre encore au moins une question, hein, s'il y a encore quelqu'un qui veut demander quelque chose. Moi, j'avais la même vous n'avez pas exactement traité cette question-là de la colère, c'est une question que Clémence et moi, on a aussi entre nous. On nous dit souvent la colère est mauvaise conseillère. On me l'a dit plusieurs fois. On me dit il faut pas être en colère, il faut toujours prendre les choses sans la colère. Et c'est vrai que la colère, elle est l'invité revient. La colère, elle est là en fait aussi quand on nous dit des choses vraiment méchantes ou qui nous attaquent vraiment. Et du coup, je me demandais aussi comment vous faites pour pas... Parce que le but n'est pas de quitter sa carrière de pasteur à un âge beaucoup moins avancé que les autres en se disant maintenant j'en peux plus, quoi. Le but, c'est quand même d'avoir sa carrière en entier. Je peux répondre? Vas-y. Et je te laisse faire la fin. Alors, sur la question de la colère, moi je dirais que souvent on nous dit qu'il n'y a pas de colère, juste... En fait, Dieu se met en colère dans la Bible, et la colère, en fait, elle est bonne parfois. Moi, là, dans mes 2 ans de ministère, j'aurais aimé me mettre en colère plus vite et plus tôt et dire stop plus vite et plus tôt. Et comment gérer la question de la colère? Eh bien, si quelqu'un a une solution vraiment précise, enfin, un point, je le veux bien. Parce que même si c'est pas la principale raison, je me suis mangé clairement de la transphobie crasse par ma paroisse, par mon CP. Et le résultat est qu'aujourd'hui, mon proposana s'arrête. Parce que en fait, c'est une paroisse qui n'a pas su accompagner, qui a voulu encadrer les choses, et qui n'a pas voulu accepter en fait la réalité de ce que nous on vivait, du fait qu'on était un couple pastoral et un couple pastoral LGBT, donc avec des questions peut-être un peu plus pointues sur certains sujets que d'autres, enfin notamment aussi sur la sécurité, ce genre de choses. Et donc en fait la colère, comment ça se gère? Bah je sais pas. C'est peut-être accepter que dans la Bible effectivement Dieu se met en colère et que ça veut pas dire que c'est mal. Et oser le dire aussi et s'entourer. Parce qu'on peut rester en colère, on peut trouver ça injuste, et vraiment, il y a des moments où les situations, on peut les trouver absolument injustes, mais ce qui est important, je pense, c'est de trouver les lieux où on peut se ressourcer, où on peut se sentir entouré, et puis retourner à la Bible. Mais si vous avez quand même une autre solution, je la veux bien. Non, oui. Non, mon amour, j'ai pas de solution. Non, moi j'allais dire, la colère, ça se gère pas. Et en fait, je me faisais la réflexion il y a quelques jours que oui, en fait, oui, je suis profondément en colère de certaines choses qu'on peut vivre. Et je me dis que si un jour je suis plus en colère, c'est que soit tout ira bien et tant mieux, soit c'est que je serais résignée, quoi. Et j'ai pas envie. Après que la colère soit... Alors Isabelle me dit en privé, mais c'est pas grave. Le problème, c'est pas la colère, c'est de l'orienter. Oui, voilà. Non, je vais pas enfin... Oui, je suis pasteur, donc non, l'idée, c'est... On n'attend pas de moi que je me mette en colère, enfin... Ou alors, voilà, canaliser en m'emportant un peu dans un speech, dans une prédique pendant un culte et tout. Voilà, mais non, je peux pas être en colère tout le temps. Moi aussi, j'ai accompagné des gens. Et si à un moment, moi, je suis en colère, c'est surtout que ça a touché quelque chose. Et à ce moment-là, peut-être renvoyer la balle, en fait. Il y a eu des moments où, quand on me dit... Enfin, c'est déjà arrivé... quelqu'un qui me dit ah mais donc mais t'as fait des opérations, tu prends des hormones, etc. Et où j'ai dit est-ce que je te demande ce que t'as dans ta culotte? Et où la personne m'a répondu non mais on n'est pas assez intime pour ça. Je lui dis oui c'est exactement la même chose. Voilà, et puis la discussion s'est arrêtée là, on est passé sur autre chose. Alors ça c'est peut-être un exemple facile, mais quelque part s'il y a un moment quelque chose qui provoque de la colère, c'est qu'effectivement ça a touché quelque chose. Donc soit c'est chez moi et à ce moment-là c'est à moi de travailler, soit c'est qu'il y a quelque chose qui est déplacé de la part de la personne du groupe qui est en face, et à ce moment-là il faut arriver à faire sortir.
Et justement, alors c'est surtout sur un tout autre sujet et c'est pas du tout sur le thème LGBT, mais il y a une de mes catéchètes avec qui, dans les réunions de préparation, je me mets régulièrement en colère, enfin, où je me fâche et où je finis par, ouais, on finit par se crêper le chignon, hein. Mais justement parce que j'arrive pas à lui faire dire quelle est sa foi à elle, comment elle croit, ce qu'il y a derrière le texte biblique, ce qu'elle croit et ce qu'elle a envie de transmettre aux enfants. Et parce qu'elle n'arrive pas à exprimer ça avec moi, du coup, elle impose des trucs et elle est complètement cassante et tranchante sur non, mais là, on va pas faire ça, on va pas faire ci. Ben, pourquoi pas? Non, mais là, les enfants, ils vont pas comprendre. Pourquoi ils comprendraient pas? Qu'est-ce que, voilà, quels sont les mécanismes que toi tu mets en œuvre pour dire que c'est pas accessible aux enfants, etc. Et, et comme elle a, enfin, je sais pas, j'arrive pas justement à passer ce truc-là, cette espèce de barrière qu'elle met. Et du coup, oui, ça finit en colère parce qu'on n'arrive pas à poser les choses sereinement, en fait. Avec la pastorale, vous allez rédiger le fascicule avec toutes les bonnes réponses aux mauvaises questions. Ouais. Mais c'est vraiment un projet aussi de faire quelque chose comme ça. Enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment. C'est exactement ce que je m'étais dit au tout début quand j'étais en couple avec Arthur et que les gens me posaient des questions. En fait, je me disais, mais il faudrait rédiger comment accueillir les personnes LGBT et particulièrement T peut-être en église et donc les questions qui se posent et les questions qui se posent pas. Mais c'est des questions pour les personnes trans, mais c'est aussi des questions quand on est L, B ou T ou I, A+. Du genre, mais du coup, ah, mais t'es lesbienne, donc vous faites comment l'amour, quoi? Mais ça nous regarde pas. Enfin, c'est des questions très intimes, et pourtant, c'est des questions qui se posent. Et ou des questions, ah, mais donc là, t'es attiré par les femmes, donc ça veut dire que t'es attiré par moi? Alors, on n'est pas des bêtes féroces, mais voilà, enfin, c'est des choses qui se retrouvent aussi dans l'Église, mais où je me dis qu'on peut aussi avoir un apport peut-être un peu théologique, en fait, un éclairage biblique et théologique sur la question des identités, enfin, ce que fait des fois Arthur aussi, et sur la question simplement de vraiment l'amour inconditionnel, en fait. Et sans oublier nos alliés qui régulièrement s'en prennent aussi. Voilà. Non, je pensais pas forcément que à toi, mais par exemple les filles ou ou les enfants. Comment accueillir les attestants sans se mettre en colère? Ça, c'est une bonne question. C'est un vrai test. Bienvenue, Dieu t'aime. Sans la batte, s'il te plaît, tu peux la laisser dehors? En tout cas, ouais, c'est vrai qu'en fait, on fait souvent on est tout le temps dans l'éducation, hein. Enfin, toujours dans l'explication et tout ça. Et c'est vrai que c'est énervant. En même temps, on se dit, bon, bah, sans, on va pas y arriver, quoi. Et c'est sûr qu'à un moment, il faut donner les informations aux gens. Donc, il faut trouver les bons moments pour le faire et pour pas être épuisé, de pas passer notre journée à faire ça. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est une bonne idée. Et puis il y a les moments où on peut aussi surprendre et déstabiliser plutôt que nous pousser un soupir dans notre coin et justement se résigner. Enfin, typiquement, quand il y a une question sur les familles, ah oui, mais les familles, là on voit, les parents sont pas impliqués, etc. Ah oui, très bien. Et là on résiste au gros soupir et on dit, mais donc pour vous la famille c'est quoi au juste? Et là, généralement, gros blanc, parce que en réalité, en vrai, ils se sont jamais posé la question. Je retiendrai celle-là. Et surtout, ne pas accepter la réponse. Bah, c'est évident. Non, si tu réponds c'est évident, c'est que justement, tu sais pas quoi répondre. Carrément. Si je peux juste te dire, je pense Vas-y. qu'il faudra que vous ayez beaucoup de sérénité parce vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous n'allez pas les informer, tous les millions de personnes. Et ça va durer encore longtemps. Je pense que dans 10 ans, on aura encore des gens qui ne savent pas ce que c'est. Moi, il y a 10 ans, je savais rien de rien. Et on est avec vous, voilà, je sais pas. Surtout, ne vous usez pas. Et voilà quoi. Voilà. Enfin, on est fiers de vous, on est heureux avec vous, quoi. Et j'espère que cette colère, vous la transformerez, quoi. Merci.
C'est aussi avec, voilà, avec des moments comme ça et avec des lieux comme ceux que j'ai cités qu'on se ressource aussi et que justement on évite de rester trop en colère. Et je trouve précieux ce que tu as dit, Ulrike, parce que très clairement, toi, tu es l'une des pasteurs de l'UEPAL qui a le plus voulu t'informer, t'éduquer. Tu m'as posé plein de questions. Tu te souviens le premier café qu'on a pris à la gare? Mais au fait, ils veulent quoi, c'est comment, et pourquoi est-ce qu'on doit en parler? Explique-moi. Et jusqu'à carrément nous représenter à des tables rondes sur la question des pseudo-thérapies de conversion et tout. Et t'es énorme, t'es allé chercher plein de choses en allemand, tu t'es beaucoup éduqué. Pour moi, vraiment, je sais que t'aimes pas quand on dit ça, parce que voilà, ça fait pas partie de ta culture, mais t'es vraiment une personne qui est allée loin, loin de sa zone de confort, quoi. C'est pas fini, hein. Et c'est pas facile non plus, je veux pas me lamenter de quoi que ce soit, mais c'est pas évident de poser des questions. Tu sais pas comment tu dois poser une question qui va pas blesser. Mais je pense que ça se sent, en fait. C'est la façon de le faire, la façon d'être, c'est l'échange, en fait, qui donne aussi cette idée. Enfin, pour moi, l'exemple le plus cuisant, c'est ma mère qui en fait, quand j'ai rencontré quand je lui ai dit que j'étais avec Arthur, au début, je l'avais fait rencontrer mes parents en disant c'est un super pote. Et après, j'aurais dit bon, vous vous rappelez de mon super pote? Ben, en fait, c'est mon copain. Et en fait, au début, bon, elle a eu des questions un petit peu déplacées. Et en fait, aujourd'hui, ma tante a une amie trans. Et en fait, elle a beaucoup plus de mal que ma mère avec la transition de cette amie. Et en fait, c'est ma mère qui lui fait des leçons sur la transidentité et qui lui explique. Et elle est au taquet. Et elle me raconte et elle me dit non mais moi je me rappelle plus. Son dead name je me rappelle pas. Puis je veux pas m'en rappeler donc je veux pas qu'elle me le rappelle. Et elle est prête à faire des manifestes sur la transidentité et tout ça. Et en fait au départ c'était très maladroit ces questions et même je pense que ça évolue. En fait, c'est ça. Il faut accepter qu'on évolue et par exemple, la phrase d'une des paroissiennes d'Arthur, tu peux pas être lesbienne comme tout le monde. En fait, quand Arthur m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, dans 10 ans, peut-être que ça sera, je sais pas, les personnes intersexes dont on parlera plus, ou peut-être, je sais pas, une autre lettre de l'alphabet LGBT. Et à ce moment-là, on lui dira, mais tu peux pas être transgenre comme tout le monde. Et en fait, on aura beaucoup plus accepté la transidentité comme aujourd'hui, même si l'homosexualité reste pas totalement acceptée et qu'il faut toujours se battre. On a tout le temps ah mais non mais je connais parce que j'ai un voisin qui est machin etc. Et en fait l'homosexualité est quand même beaucoup plus rentrée dans les règles, dans les normes qu'il y a 10 ans quand moi je suis arrivée à Paris. Complètement. En plus que 10 ans. Ça a vite évolué. Oui, merci beaucoup. Merci d'écrire l'histoire de l'Église aussi, hein. Parce que c'est vrai que nous, en théologie, en études, c'est vrai que ça nous donne aussi de l'espoir de se dire qu'il y en a qui, avant nous, ont commencé quelque chose et qu'on va arriver dans un truc où on sera quelques-uns, certes, un petit groupe qui va se voir sur Zoom une fois par mois pour discuter, mais de se dire qu'on n'est pas tout seul, c'est vrai que c'est fort. Et du coup, merci d'être les premiers à y être, parce que c'est sûr qu'on se dit que vous êtes très courageux et courageuses, hein. Voilà, on regarde ça de loin, on se dit oulala. Mais vous inquiétez pas, les amis, il y a de la place pour vous. Super. Clémence, tu entends, nous, on arrive, hein. Et oui, il y en a d'autres qui se posent les mêmes questions que vous. Il y en a qui sont venus me poser la question de oulala, mais je suis trans, je suis lesbienne, est-ce que je peux m'inscrire à la fac de Théo, ça va passer, ou bien je vais me faire lyncher, comment on fait, toi tu l'as fait, donc on fait comment, etc. Voilà. Donc il y en a d'autres. C'est ça, il y en a d'autres. Et je pense que même il y a beaucoup de personnes LGBT qui font de la théologie. Enfin, nous, à Strasbourg, c'est ça. On est quand même pas mal, hein, parce que comme on est face à cette religion qui n'a pas l'air de vouloir de nous et en même temps qui a l'air de vouloir de nous, on est beaucoup à faire de la théologie de nos études et du coup, je pense il y a déjà pas mal de pasteurs LGBT, mais il va y en avoir encore. En tout cas, à Strasbourg, je peux vous dire, il y en a encore et on n'est pas que 2. Donc, ça arrive. À l'IPT, c'est pareil.
Voilà, Paris-Montpellier, dit Emeline. Donc voilà, on est Voilà. toute une petite promo, ça va être trop bien. Bon, merci beaucoup. À part s'il y a une question cruciale qu'il faut à tout prix que vous posiez maintenant, sinon vous n'allez pas dormir cette nuit, ça va être horrible. On va s'arrêter. Merci beaucoup, Arthur, et à ton invité surprise d'avoir participé. C'était de nouveau très très riche. Merci beaucoup pour notre programme. Voilà, vous êtes les bienvenus pour les autres conférences, pour la suite des événements. On enregistre toutes les conférences, donc si vous ne pouvez pas être là pour une conférence, vous pourrez regarder après si Ouais. ça vous intéresse. Et suivez le programme de l'antenne. On va rester aussi en partie hybride. On va essayer de retourner dans notre chapelle faire nos petits trucs en vrai parce que ça fait quand même du bien de se voir. Mais c'était super chouette de pouvoir faire autant de Zoom avec des gens de toute la France. Ça permet de nous dire qu'en fait, on n'est pas tout seul et qu'on est avec plein d'autres mondes qui se posent les mêmes questions que nous. Donc voilà, merci à tous et à toutes d'avoir été là. Voilà, moi je reste encore un peu. Je pense que Johan et Ulrika aussi avec moi. Arthur et Karine, si vous voulez encore un petit peu rester. Mais sinon, les autres, on vous laisse vaquer à vos occupations de la soirée. Voilà. Merci de l'accueil. Avec plaisir. J'ai une question. Ah, Tout à l'heure, elle a parlé de Frédéric. Oui. C'est pas le mien de Frédéric, non? Non, c'est pas le Non. tien. Même si, Voilà. même si Frédéric Girard est très bien aussi. Ah ben oui, ah ben alors lui c'est sûr qu'il va prendre son adhésion, lui c'est certain. ah, c'est bien. Moi, j'avais une soutenance aujourd'hui avec mon prof pour l'antenne et du coup, j'ai discuté avec mon prof de Nouveau Testament qui gère les stages de l'antenne inclusive et il m'a dit, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert que j'étais cisgenre, c'est formidable, j'utiliserai tout le temps ce mot maintenant. Et j'étais en mode, bon, bah écoutez, ce rapport vous a plus servi à vous qu'à moi, mais ça me fait plaisir de vous avoir apporté des choses, monsieur. Alors, c'est quoi cisgenre? Ah, c'est quoi cisgenre? Qui veut répondre? Ah ben voilà. En deux mots. En 2 mots, c'est les personnes qui sont en accord avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Donc si si à la naissance on t'a dit tu es un garçon et que tu te sens garçon, et ben tu es cisgenre. Félicitations. Alors moi le problème c'est qu'on me l'a pas dit. Ah. Non, mais c'est Voilà. parce que tu avais quelques minutes de vie, tu t'en rappelles pas. Alors moi j'ai expliqué, c'était quoi? Cisgenre patriarcal. Il y avait un autre terme? 6-7. 6-7, ah oui, 6-7 patriarcal à ma belle-fille de 11 ans à table un soir. Ça a été coton quand même, mais j'y suis arrivée et de toute façon je pense que c'est une belle relève féministe qui arrive. J'en suis très très fière. Ah oui, bon, niveau féminisme, il y a aussi des choses qui bougent beaucoup dans les facs, hein, je pense, dans toutes les facs francophones. Moi, j'ai l'une de mes filles qui s'est levée un matin, on avait une coupure d'électricité, elle m'a dit, écoute, toute la nuit, j'ai réfléchi comme je n'avais pas Internet, et j'aimerais bien savoir ce qu'est non-binaire. Alors, bon, là, j'en avais un peu marre à ce stade-là, donc justement, j'avais demandé à François Tolon-Choquet, je lui ai dit, t'es aumônier des étudiants, toi, n'est-ce pas? Bon, bah, c'est très bien. J'ai une ado à te refiler, donc ils se sont WhatsAppés pendant 1 heure. J'ai pas eu accès aux échanges, ça m'a pas manqué. Et après, je lui ai dit, ça va là, tes questions? Elle dit, ouais. Non, je suis pas tout à fait sûre, hein, au fait. Hein, je sais pas trop. Ok, pas de problème. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus la non-binarité qui intéresse les gens. C'est aussi les questions qu'on me pose le plus hein, sur la non-binarité. Les gens, en général, commencent à comprendre la transidentité. Mais la non-binarité, c'est maintenant la grande question qui... Ça va vraiment, c'est ce que j'explique le plus depuis 1 an, là. J'ai l'impression, c'est vraiment... Alors, j'ai une autre question. Oui. Si ça n'avait pas été possible de faire les études de pasteur en France, et dans l'hypothèse où vous auriez voulu continuer à les poursuivre, vous seriez parti à l'étranger? Ah oui. Bah, moi j'étais déjà inscrit à Genève, donc j'aurais continué à Ah oui, Genève. voilà, j'allais parler de Genève, oui. Mais c'est pas l'étranger, Genève. C'est à côté de Hein? mes parents. Bah écoute, académiquement, si quand même.
Quand j'ai commencé mes études de théo, j'ai dit à mes parents que je partais à Paris et mes parents habitent en Haute-Savoie, à 35 km de Genève. Et mon père m'a dit, mais pourquoi partir si loin alors que tu pourrais être si près? Et je lui ai dit, c'est exactement pour ça. Ah oui. Normal. Et oui, chez Carolina Costa. C'est ça. C'est ça. Après, on aurait pu partir aux États-Unis, hein, Au ou Canada. au Canada. Oh, ouais, on partait au Canada. J'avoue que le Fait Canada, froid ça quand donne même. un peu envie. Hein. Ben, c'est ça, l'Église unie au Canada, c'est cool. Mais Quelle bon, église? il faut qu'on soit ici aussi. Hein. Ben, c'est ça. Mais notre voyage de noces, qui n'a pas encore pu avoir lieu, merci Covid, est prévu au Canada. Donc, je suis pas sûre qu'on revienne après. Oh non. Bah, faites-le en début d'hiver. Ah oui. C'est Et vous costaud faites quand quoi? même. Vous faites un pèlerinage de toutes les personnes inclusives du Canada et vous dormez Ah, dans ce toutes serait les bien, ça. paroisses et tout. Vous allez voir les sœurs catholiques, les sœurs auxiliatrices. Là, j'avais vu un documentaire sur Ouais. elles, elles étaient trop cool et tout. Eh ben, ah oui, ta mère a essayé de m'appeler tout à l'heure. Est-ce que les baleines sont LGBT? Parce que je voudrais bien aller voir les baleines en Gaspésie. C'est Ouais, une très bonne question. Je suis sûre qu'elles sont alliées de toute façon. Oui, tout à fait. Mais forcément. C'est trop beau une baleine, donc c'est forcément allié. Elles sont 6 genres. Mais on leur a pas demandé. C'est ça. Peut-être que non. Comme à moi. Et alors, votre pastorale, elle va être internationale alors? Oui, elle l'est déjà. Elle l'est déjà? Ouais. Avec la Belgique, c'est ça? Ah Voilà. ben oui, ah ben oui. Mais alors, elle est protestante. Non, d'accord. on prend tout le Non. monde. Comme tout le monde. Elle est chrétienne. C'est ça. Mhm. Ok. Je vois la question. Je sais pas si j'ai répondu. Enfin, j'ai dit Canada. Oui, en fait, moi j'ai étudié en Corée du Sud en fait, et en Corée du Sud, les questions LGBT, c'est pas ça du tout. Hein. Ils sont très à fond sur l'éco-théologie, mais les questions LGBT pas du tout. Mais sinon, je repartirais bien en Corée du Sud aussi. Mhm. Pour aller faire une église inclusive en Corée du Sud. Oh, le pied. Bah, c'est sûr qu'il y a des gens qui en ont besoin. Hein. Bon, après, Non, il mais se trouve que personne m'a posé de questions, mais sur les bouquins. Enfin, si, c'était la question de Julia tout à l'heure sur la théologie, etc. Après, il y a des bouquins qui existent, mais en anglais. Donc, il y a celui-là, par exemple, que j'aime beaucoup. Ah oui, je note. Transforming. Tu peux pas nous mettre dans le chat? Oui. Ah Ok. oui, c'est le truc aussi. Et puis celui-là que j'ai pas encore eu l'occasion j'ai juste commencé. Mais oui, je vous les mets. Moi, j'en ai un allemand qui s'appelle Jesus liebt trans. Genau. C'est que pour Ulrike et moi et les quelques personnes qui ok, lisent la ok. vie. Je déclare forfait d'emblée, hein, je suis désolée. Alors, j'étais des années en contact avec un pasteur américain qui avait lancé justement